je me présente, Denis Chenevert, je suis le directeur du pôle santé. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir l'équipe du CHUS Centre-Ouest qui va venir nous présenter un peu la démarche, l'historique et les résultats du centre de commandement communément appelé le C4, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Ça a quand même, je dirais, ça a interpellé beaucoup de personnes dans le réseau de la santé. Le dernier passage du ministre Dubé et son équipe au pôle santé a eu que pour objectif un peu de discuter également du centre de commandement et de sa possibilité de transférabilité. Donc, je pense que la présentation d'aujourd'hui va nous permettre de voir dans quelle mesure cette transférabilité peut se réaliser et sous quelles conditions, et voir un peu comment ils ont réussi à partir d'un projet phare qui était, je dirais, soutenu par la direction générale, comment ils ont réussi à mettre en œuvre ce centre de commandement. Donc, pour nous présenter le tout, Mme Joanne Côté, directrice de la DQTEPE, ainsi que Aaron Cook, qui est directrice adjointe de la même direction. M. André Poitras, qui va probablement se joindre à nous éventuellement, qui est coordonnateur clinico-administratif DSI, soins intensifs et urgences, et Mme Suzette Chang, infirmière en chef, responsable de la fluidité et urgence. En deuxième partie, il y aura également une intervention de Ariane-Hélène Fortin du pôle santé qui travaille présentement à documenter cette expérience et qui va vous parler un peu du projet de recherche qui est mené présentement avec l'équipe du CHUS Centre-Ouest pour voir dans quelle mesure on peut mettre en place les conditions de succès, documenter ces conditions et trouver des mécanismes de transfert des acquis pour les besoins des autres établissements de santé au Québec. Donc, sans plus tarder, je laisserai la parole à Mme Côté et je remercie leur présence aujourd'hui au pôle santé. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de présenter. Puis je tiens à remercier le pôle santé et le HEC pour la collaboration sur ce dossier. C'est vraiment intéressant. Pour notre organisation d'avoir un regard externe aussi sur notre processus. Fait que, la façon je vais vous présenter un peu la démarche et puis ensuite, j'ai mes collègues qui vont partager certains éléments de leur vécu et ensuite, on va vous présenter quelques résultats puis ensuite, on va passer à la présentation pour le HEC. Le centre de commandement, c'est pas simplement un projet informatique. En fait, c'est pas ça du tout. Il s'agit plutôt d'un changement culturel de l'organisation. En fait, une culture organisationnelle qui devrait être abordée de manière agile et mise en œuvre progressivement. Et puis, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. La vision, c'était vraiment d'avoir je trouve que le terme en anglais est plus représentatif du message qu'on essaie de communiquer, qui est vraiment le care everywhere. C'est comment on donne des soins aux patients de façon différente, le plus près possible de leur domicile. Et c'est aussi de donner le bon soin au bon endroit, au bon moment et par la bonne personne. Ce qu'on essayait d'accomplir, c'est vraiment de réduire les délais d'attente et d'améliorer l'accès aux soins en temps opportun, de répondre aux attentes de l'usager par un modèle de soins qui est plus flexible et plus adapté à leurs besoins, de définir des stratégies pour adresser une pénurie de main-d'œuvre qui nous frappe tous de façon différente dans toutes les sphères professionnelles, d'augmenter la capacité du CIUS, d'augmenter la valeur de la prestation des soins avec une notion de gestion intégrée de la performance. Finalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de se concentrer sur la qualité des soins axés sur la valeur. Les défis de fluidité, je suis certaine que ce sont les mêmes pour la majorité des organisations à travers le Québec. Il y a vraiment au niveau de l'engorgement d'urgence. Ça fait constamment les manchettes dans les journaux. Puis même si la réalité des urgences a beaucoup évolué au fil des années, ça reste que ça demeure un problème. La capacité litière en soins aigus, en médecine, chirurgie, gériatrie. La capacité litière en santé mentale. L'impact qu'ont les patients qui sont d'un niveau de soins alternatif, donc qui n'ont pas besoin d'un lit en soins aigus, mais sont en attente d'un lit qui est plus approprié pour le niveau de soins qu'ils requièrent. La capacité litière en réadaptation, la capacité litière en CHSLD et encore une fois, la pénurie de main-d'œuvre.
Au fil des ans, puis je suis certaine que la plupart des gens qui ont travaillé dans le réseau depuis plusieurs années, il y a toujours eu des initiatives pour améliorer le flux hospitalier. Je me souviens quand j'étais dans d'autres fonctions en soins infirmiers, il y a 15 ans, on parlait déjà du défi de l'urgence, on parlait déjà des NSA, on parlait déjà des durées moyennes de séjour, mais c'était de voir comment on pouvait rendre ces initiatives-là pérennes et les efforts qui sont continus. Le COVID nous a permis aussi de coordonner des initiatives organisationnelles, dans le sens où est-ce que la réalité était différente, mais on devait quand même coordonner à un haut niveau la gestion de nos lits, et pas seulement les lits à l'hôpital, mais aussi en réadaptation, en santé mentale et en soins prolongés. Ce qu'on se rendait compte aussi, c'est qu'on voulait utiliser la puissance de l'équipe pour obtenir des gains sur une plus grande échelle. Ça nous a forcé à repenser nos paradigmes culturels, organisationnels et technologiques en intégrant les processus, les personnes, les services et en tirant parti de la technologie. Un peu la chronologie de progression. Comme vous pouvez voir, nous avions commencé en mars 2017, avant la pandémie, alors que ça a toujours été une préoccupation pour l'organisation et Dr. Rosenberg, notre PDG, avait lancé une politique sur le flow. Où est-ce qu'on regardait différents indicateurs pour voir où est-ce que nous en étions et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer l'accessibilité au lit. La pandémie nous a frappés. Et puis là, après la première vague, quand on a eu un petit répit, on a décidé vraiment de mettre l'énergie sur la mise en place du centre de commandement. Et puis, on a dédié de la direction de qualité un chargé de projet pour faire vraiment la cartographie du processus complet, ce qui nous a pris d'ailleurs, en toute transparence, 9 mois pour vraiment tout documenter, chacune des étapes à partir de l'admission à l'urgence et même en amont, jusqu'aux différentes possibilités de congés. Les gens qui étaient impliqués, c'est les membres de la haute direction. Il y a une cartographie qui a été faite, qui a rencontré 90 plusieurs personnes dans environ 90 entrevues. Et il y a vraiment eu, qu'est-ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est comment au fil des années, les problématiques demeuraient les mêmes, mais le niveau de difficulté était différent. On a vraiment pris une approche de type de projet. Et notre constat aussi pendant les premiers mois, c'est qu'on essayait de mobiliser les gens, mais ça n'était vraiment pas évident. Et puis, pour être capable les gens voyaient souvent l'hôpital comme si c'était un projet qui était hospitalo-centrique, mais ce n'était pas la volonté du tout de l'organisation. Ça se voulait quelque chose qui avait une approche CIUS. Et puis là, ce qu'on a fait pour pallier à ça, c'est qu'on a décidé en décembre 2020 d'asseoir 8 directeurs ou directeurs adjoints, principalement cliniques et moi-même, dans une salle qui a été développée comme une salle de commandement pilote et où nous avons ensemble développé une vision commune de ce que devait être le centre de commandement, de même que sa mission est d'établir les priorités. Nous avons été ensemble dans cette salle pendant 12 semaines à raison de 8 heures par jour, 5 jours semaine. Ça peut vous sembler énorme, ça fut un engagement important des directions, mais ça nous a vraiment permis de nous amener ailleurs comme organisation en termes de compréhension les uns des autres et aussi de combiner nos efforts communs vers un objectif commun. Ensuite, en mars 2021, nous avons commencé un poste de commandement opérationnel qui est localisé à l'hôpital. Mais ce que nous avions décidé lors de notre projet pilote en termes de comité de direction, ça a été de prioriser les NSA qui permettaient de rallier 5 des 6 directions cliniques sur un objectif commun. Au départ, on devait s'entendre sur un travail de 3 mois, des gens qui étaient physiquement dans une salle, ensemble. Puis là, vous pourriez me demander, est-ce qu'on peut faire ça en virtuel ou la valeur ajoutée de le faire en présentiel? Pour nous, le présentiel a fait une grande différence. Et puis finalement, ce projet-là s'est prolongé jusqu'en août. Et puis ça nous a permis, parce qu'après 3 mois, on ne sentait pas que l'équipe était nécessairement prête pour rendre ça pérenne, tous ces efforts-là. Fait qu'il y a eu
d'un consensus de poursuivre l'exercice et ça a été vraiment marquant. On vous présente là, tantôt quelques résultats de ces premiers efforts-là. Ensuite, en octobre 2021, on a commencé d'autres thèmes dans la salle selon la priorité qui avait été préétablie. On s'est adressé à la santé mentale et autant l'unité de soins, la durée moyenne de séjour que les listes d'attente. Et ensuite, nous avons commencé à regarder au niveau de la durée moyenne de séjour en chirurgie. On avait aussi tentativement fait des travaux en lien avec les soins intensifs à domicile. Ça a eu un départ un peu mitigé. Mais par contre, en février 2022, là, on a commencé vraiment le COVID à domicile qui ensuite s'est traduit en hôpital à domicile. Puis ça aussi, on a des gains importants à ce niveau-là. Dans la coordination, je dirais que ça facilite beaucoup les échanges. Au niveau des ingrédients, c'est sûr que ça prend une direction qui est engagée et mobilisée. Ça prend des équipes cliniques qui sont engagées et mobilisées. Des médecins engagés et mobilisés, et oui, nous en avons. Axé sur un changement de culture, vraiment pas à sous-estimer. On a un partenariat qui est interdirection, qu'on appelle la triade, qui est composé du coordonnateur clinico-administratif des soins infirmiers, d'un directeur médical et de la coordonnatrice de fluidité. C'est sûr que ça prend une culture qui est axée sur la donnée et une communication qui est très fluide. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la responsabilité du patient, elle se transforme en un nous collectif et non pas un patient qui suit une trajectoire qu'on connaît de façon traditionnelle. Puis ça a permis vraiment de passer d'un modèle de teams of teams qui va vers vraiment, un modèle qui est plus hiérarchique, désolé, parce que Command Center, ça peut paraître vraiment top-down, mais c'est pas ça qu'on voulait avoir du tout. C'est vraiment un Teams of Teams, c'est pour ça qu'on l'appelle le C4. Les C représentant la collaboration, le continuum de soins, la créativité et la communication. J'ai oublié ma slide. Voici quelques photos des centres de commandement. La première ici, c'est vraiment quand on a fait le projet pilote dans la salle du conseil avec les directeurs et les directeurs adjoints. Ici, c'est le C4 qui est actuel, l'utilisation pour la fluidité hospitalière. Ici, on avait quand même fait un volet satellite pour la vaccination. Ce qui est intéressant, parce que c'est là qu'on voit que le C4 peut être appliqué à différents modèles, avec différents objectifs, dépendant de ce qui est visé dans la définition. Et puis ici, on a une photo aussi avec la santé mentale. Je vais maintenant passer à André qui va parler un peu une journée typique et de son rôle au sein du C4. Bonjour tout le monde, content d'être ici. Vous m'entendez bien? J'ai des petits problèmes techniques. Parfait. Donc, vous voyez à l'écran toutes les rencontres qu'on a durant la journée. Je vais vous en parler un peu plus ad lib de ce qui se passe au centre de commandement au sujet de la fluidité. Le but ultime avec la qualité des soins, c'est d'avoir l'accessibilité et la coordination des patients dans l'hôpital, dans le CIUS, dans notre CIUS du Centre-Ouest. Qu'est-ce qui caractérise les gens qui sont autour de la table virtuelle? C'est des acteurs clés du CIUS, tant en soins infirmiers, en réadaptation, en médecine, en physiothérapie, en santé mentale. Tout le monde est là. Et représente différents directeurs en interdisciplinarité. Les rencontres sont animées avec des tableaux que vous verrez dans la prochaine slide, où on a accès à une transparence des données partout dans l'hôpital. Donc, on est en mesure de prendre des décisions proactives en regardant ce qui se passe dans tout l'hôpital, dans tout le CIUS. Donc, ça facilite vraiment nos prises de décision. Donc, le matin, quand on arrive dans la rencontre qui est celle de 8h40, c'est que, on est tous là, c'est animé par la triade clinique. Je vais vous en parler très bientôt. Puis, on a un rapport de la coordonnatrice de gestion de vie qui nous dit un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le CIUS, les enjeux qui nous concernent pour le début de la journée.
les acteurs clés ont un tour de table et vont énoncer des points importants qui doivent être discutés dans leur secteur. La triade clinique dans le centre de commandement, c'est composé de la coordonnatrice de gestion de lit, le représentant DSI, la direction des soins infirmiers, moi-même, et c'est un gros changement, la représentation médicale. On a Dr. Fraser, qui est un médecin partenaire avec nous dans la triade clinique. Quand on se compare auparavant, dans la gestion de la fluidité, on avait la coordonnatrice de gestion de lit qui devait prendre soin de tout l'accès et de tous les problèmes jusqu'à temps qu'il y ait une difficulté là, très complexe à surmonter. Et c'est là qu'elle venait aller chercher des acteurs qui peuvent l'aider, comme la directrice des services professionnels ou moi à la DSI. Le changement que la triade a amené, c'est qu'elle peut focusser sur l'accès des patients, sur son travail au quotidien. Puis quand elle a une embûche au niveau d'une unité de soins, par exemple, de manque de lits, de manque de personnel, elle va pouvoir m'envoyer la balle, si on veut, pour que je puisse l'aider à gérer cette situation-là. Même chose au point de vue médical. Quand on a une complexité médicale ou on a un médecin, on ne sait pas si le patient devrait plus aller vers, par exemple, la gériatrie ou la psychiatrie. Notre directrice médicale nous aide à pouvoir démêler tout ça puis envoyer le patient au bon endroit avec le bon professionnel au bon moment, etc. Des exemples de la triade clinique puis du centre de commandement par rapport à la fluidité qu'on peut avoir versus les bienfaits en fait qu'on voit maintenant versus auparavant. Je donne un exemple, c'est que auparavant, on pouvait avoir un patient qui arrive d'un CHSLD ou d'un de nos centres de réadaptation qui arrivait subitement à l'urgence, sans tambour ni trompette. Puis là, on avait ce patient-là, puis là, on allait chercher à savoir les données, qu'est-ce qui se passait, le dossier, il est où. Il n'y avait pas nécessairement toujours une communication optimale. Avec le centre de commandement, vu que dans nos rencontres, on a nos acteurs clés, on est capable de flaguer, excusez l'anglicisme, le patient avant son arrivée. Donc, on va discuter du cas. Par exemple, un patient sur le spectre de l'autisme qui doit venir avoir des soins. Donc, ensemble, on va pouvoir rechercher le médecin qui va pouvoir prendre en charge, avoir des professionnels interdisciplinaires disponibles pour vraiment appuyer le transfert et les soins du patient. Ça fait une grande différence sur la qualité des soins. Un autre exemple, le dernier avant de passer la parole à ma collègue. L'été passé, on a eu beaucoup de fractures de hanche durant l'été. Ça a amené un gros influx de patients pour la salle d'op, etc., dans nos lits. Mais en même temps, vu que tout le monde était présent et dans la communauté, dans nos centres de réadaptation, on était capable de voir ce qui allait s'en venir. Parce qu'une fois l'épisode de soins qui est terminé dans les soins aigus à l'hôpital, avec ces fractures-là, nos partenaires en réadaptation savaient qu'il allait y avoir une dizaine de demandes qui allaient venir là, dans les 4 à 5 jours suite à leur arrivée. Donc, on a pu vraiment plus se préparer à cet influx de patients-là. J'ai parlé de l'apport médical qui était vraiment un atout et mon apport aussi à la DSI. Parce que le avant puis le maintenant, c'est vraiment crucial comme information d'avoir des gens qui sont imputables, qui aident à coordonner avec les acteurs clés pour pouvoir améliorer l'accès de nos patients. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue Suzette. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai eu l'occasion d'être une des personnes qui était dans la salle de commandement. Donc, je vais parler un peu de mon expérience. Je vais partager mon expérience avec vous. Avant, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai eu des difficultés au début. OK, merci. Donc, lorsqu'on m'a demandé de faire partie du centre de commandement, ma première réaction vraiment était de dire que le concept était très intéressant, c'est sûr, mais je me suis demandé comment cela allait vraiment fonctionner. Comment nous allons être si nombreux à nous trouver dans la même pièce et de continuer à faire notre travail habituel. Comment, en fait, on allait continuer à gérer parce que l'équipe était composée des cliniciens et des clinicians, puis aussi des gestionnaires. Alors, je me suis dit, comment on va continuer à gérer nos équipes
tenir des réunions et avoir nos propres conversations, tout le monde en même temps dans la même pièce. Le premier réflexe, c'est « How is this going to work? » Fait que c'est sûr, c'était mes préoccupations lorsqu'on m'a annoncé que j'allais être dans la salle de commandement. Et puis après, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Après un très court laps de temps, il était tellement facile de s'adapter parce que nous étions tous ensemble des acteurs clés pour le dossier de NSA déjà. On se connaissait déjà, on travaillait ensemble. La seule différence était maintenant, on était tous dans la même pièce. Et c'est ça c'était vraiment la richesse d'être ensemble dedans, dans la pièce. Puis, ce que je voulais dire, c'est qu'on a pu vraiment, au lieu de travailler en silo, mettons, parce qu'avant on travaillait de notre propre bureau, de différents sites à travers le Sears, on se trouvait tous dans la même pièce. Puis, en étant dans la même pièce, vraiment, ce qui est vraiment ressorti, c'est qu'on a pu voir la réalité de tout le monde au même moment. On était tous transparents, comme André a mentionné. On a tous nos beaux tableaux, les tableaux des bords, où est-ce qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans nos centres de réadaptation. On peut voir en même temps qu'est-ce qui se passe on peut savoir qu'est-ce qui se passe dans le CHSLD. On avait accès à toutes les portails. Toute l'information est live dans la salle et puis on voit. On n'a plus besoin de faire des appels inutiles pour en discuter des cas de NSA ou envoyer des courriels. On discute tout en direct avec tout le monde. On était en direct de savoir c'est quoi la réalité de chacun, qu'est-ce qu'on vit, parce que des fois, lorsqu'on est dans l'hôpital, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui vit dans la communauté au même moment. Donc, on était capable de savoir. Et c'était bon pour les gens de l'extérieur, de la communauté, d'être avec nous dans le centre de commandement parce qu'ils peuvent voir la réalité de l'hôpital, ils peuvent voir nos salles d'urgence, comment on est engorgé et comment on a des lits de nos NSA, ils sont là. Puis on peut voir tous les enjeux ensemble. Et ça, c'était vraiment quelque chose de riche on peut voir en étant ensemble dans la salle de commandement. Puis, la beauté dans tout ça, c'est qu'on était tous capables, c'était des joueurs clés qui peuvent prendre des décisions. Pour faire bouger des lits. On a assisté dans chacun de nos propres rencontres. Par exemple, moi, je représentais le DSI, mais je peux assister dans ce qui se passe dans les caucus pour les réadaptations et vice-versa. Et il assistait dans mes rencontres à moi. Donc, c'était vraiment un partage qui était bien, puis on était tous transparents. Et puis, ça a bougé. Comme André a dit aussi, on était capable de voir qu'est-ce qui se passe dans les différents sites à l'entrée de l'urgence. On a on a des employés qui travaillent pour nous, qui sont à l'urgence, et puis qui peuvent nous dire exactement, OK, nous allons avoir, il y avait un moment, je peux donner un exemple concret, on avait comme 4 patients qui sont venus parce qu'il avait fracturé une membre et puis qu'on sait d'ailleurs qu'il avait besoin de réadaptation. En signalant ça à nous, on a pu voir tout de suite qu'est-ce qu'on allait avoir comme besoin pour ces patients. Et puis, en ayant toutes des membres clés dans la salle, on a tout de suite pu organiser le trajectoire pour ces patients et planifier pour justement, comme Joanne disait, pour vraiment diminuer la durée moyenne de séjour dans l'hôpital. En étant être proactif en même temps pour faire nos interventions. En étant dans la salle, comme André disait aussi, on a des caucus qu'on fait 2 fois par jour et aussi on est en communication en continu en étant dans la salle et aussi les autres membres de nos équipes peuvent nous rejoindre directement dans la salle de commandement aussi.
Donc, ce que je veux vous signaler surtout, c'est que la communication est vraiment clé. Les communications, c'était vraiment un changement de façon qu'on pratique au lieu d'être en silo, on travaille plus ensemble. Il y avait beaucoup de symétrie entre nous dans la salle. Ça rapportait beaucoup de richesse en étant tout le monde ensemble, ou vraiment qui est là, travailler pour le même objectif. Dans ce mandat-là, c'était pour le NSA. Et puis vraiment, on peut voir, lorsqu'on peut savoir tout de suite les déclarations des NSA et où est-ce qu'on s'en va dans la trajectoire de ces patients. Donc en gros, c'est ça que je peux vraiment dire. Et comme Joanne va vous présenter les résultats, c'est toutes les richesses de tout le monde ensemble qui apportent vraiment des bons résultats. C'est vraiment incroyable d'être ensemble dans la salle. J'ai aussi eu la chance aussi de porter le volet en étant la coordinatrice de la salle du commandement. Comme Joanne a mentionné, pour le NSA, notre dossier était de 3 mois initialement, mais c'était prolongé pour un autre 2 mois dans la salle. Et puis, par la suite, on a dû développer d'autres pour continuer à faire le suivi. On a fait des caucus pour le NSA aussi par la suite pour continuer, pour qu'on puisse maintenir le beau travail qu'on a mis ensemble pour assurer que les équipes sont comme en satellite, mais toujours avec nous dans la salle de commandement. Par la suite, comme Joanne a mentionné, on a pris le volet pour la santé mentale parce qu'on regardait les listes d'attente et le DMS. Ça, comme coordinatrice, mon rôle comme coordinatrice, c'était vraiment pour coordonner le tout au niveau opérationnel pour assurer que tous les mandats qu'on a mis en place arrivent à terme. Et c'était vraiment pour ce qui était bon pour moi, c'était pour vraiment, parce que c'est sûr, pour venir dans la salle de commandement, il y a toujours ça peut avoir un peu de résistance aux gens pour être dans la salle. Parce que comme il peut dire, pourquoi on a besoin d'être dans la salle versus pourquoi pas faire ça virtuellement. Mais c'était vraiment de vendre et de les faire voir les résultats qu'on peut produire lorsqu'on est ensemble, les richesses de toutes nos expertises, expériences, connaissances, toutes mises ensemble, comment on peut arriver à des bons résultats. Donc, en étant la coordinatrice, c'était vraiment pour coordonner le tout, pour assurer que tout arrive selon les cibles qu'on a mis pour arriver à nos mandats. Et puis, voilà, en gros, je peux continuer, mais je sais que le temps... Oui, le temps file. Merci, Suzette. Je vais prendre la parole par la suite. Donc, on a entendu parler beaucoup de l'équipe, l'importance de l'équipe et l'importance de la communication. Donc, je vais prendre une petite minute d'élaborer un peu plus là-dessus. Donc, vous voyez sur l'écran la structure d'une journée typique où on a mis en place plusieurs caucus pour faciliter la communication et d'abord, à la fin de la journée, on est capable de fermer la boucle sur les échanges qui se passent durant la journée. Donc, on vient ajouter une certaine imputabilité. Et donc, à chaque fois qu'on a été capable de mettre un phare structurant, bien, ça prenait un groupe de travail, une équipe pour arriver aux fins. Donc, gardant à l'esprit que l'objectif est vraiment de former une équipe transversale qui brise les silos et assure une collaboration interdisciplinaire, bien, nous sélectionnons des représentants interprofessionnels et interdirections qui sont impliqués dans la trajectoire de soins de nos patients pour chacun de les projets et les caucus qu'on met en place. Donc, les personnes que nous sélectionnons pour travailler sur un mandat spécifique sont soit, ils peuvent être des gestionnaires, des membres de l'équipe clinique opérationnelle, des responsables des mécanismes d'accès, personnel de soutien qui ont une influence sur les processus de fluidité et qualité de soins. Donc, en créant des équipes, nous réussissons à changer vraiment la culture de communication et l'engagement autour de la responsabilité de fluidité associée aux patients, toujours avec une optique de la qualité de soins.
Et Joanne l'avait mentionné tout à l'heure, que le patient passe de votre patient, mon patient, à notre patient qu'on veut traiter d'une façon transversale, interdisciplinaire pour s'assurer du mieux pour le patient. Il est vraiment important aussi que quand on débute un chantier, qu'on réfléchit aux besoins de chaque groupe. Chaque groupe commence avec un niveau d'engagement et de maturité différent pour laquelle nous devons ajuster notre approche au fur et à mesure que nous travaillons avec l'équipe. Et d'abord, les équipes sont soutenues par un chef de projet dédié qui aide à revoir les processus, à définir la charte et la portée de chaque groupe et à collaborer avec les équipes de données pour développer des indicateurs qui sont pertinents et significatifs pour les équipes de travail dans la salle. Donc, je repasse la parole à Joanne. On joue aux chaises musicales aujourd'hui, donc ça serait pas long, je reviens à l'écran. Merci beaucoup. En fait, ce sont les défis de la technologie. Oui, puis pour poursuivre, je vais vous présenter un peu les tableaux. Je tiens à préciser que les tableaux de bord ont été développés avec le chargé de projet, directement avec les gens qui utilisent les tableaux. Vous savez, de façon traditionnelle, on nous disait on veut suivre certaines informations et puis souvent, la réalité était différente il y a 3 ans, là, mais on recevait toujours les indicateurs à la fin de la période. Il y avait une période de validation de l'information. Puis là, ce qu'on veut maintenant, c'est d'avoir des données en temps réel et puis des choses qui nous facilitent la prise de décision. Et je dois dire que les tableaux qui se trouvent dans le centre de commandement qui ont été développés jusqu'à maintenant, puis il y en a d'autres qui sont en cours, mais il y a vraiment le tableau de Inflow qui nous présente le portrait à l'urgence, avec différents indicateurs qui ont été déterminés par les gens. C'était les gens du terrain qui voulaient avoir cette information-là. C'est vraiment, je pense que ça vient beaucoup chercher les gens et ça leur permet aussi d'avoir l'information disponible sur un ordinateur, n'importe où est-ce qu'il soit, et puis de l'avoir aussi dans le centre de commandement afin d'être proactif. Ensuite, on a aussi le tableau de Outflow qui est ici. Qui, lui, est plus la photo de l'hôpital. Combien de patients NSA nous avons présentement en hospitalisation? Combien de lits, combien de congés allons-nous avoir aujourd'hui? Et qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de richesse d'informations par service qui vient aider encore là au niveau de la fluidité. On a aussi des tableaux de bord qui nous montrent le statut de nos autres centres, que ce soit les centres de réadaptation ou les centres de soins prolongés. On voit un peu qu'est-ce qui va se passer dans la journée. On a le tableau de ce qu'on appelle le flow mismatch, qui est vraiment très utile pour savoir le nombre de patients qui sont hospitalisés, mais qui sont peut-être en ce qu'on appelle en off-service sur un autre unité de soins. Et quand le docteur Fraser fait la tournée, le caucus médical à l'urgence avec les urgentologues et tous les médecins qui admettent des patients, mais ça vient faciliter des fois la prise de décision pour savoir où le mettre. Une photo que je trouve qui est intéressante aussi, c'est le CIUS Centre-Ouest est en plein centre. On a quand même 51% et plus de notre population qui vient de l'extérieur de notre territoire. Même j'avais des données la semaine dernière qu'au niveau des patients de l'urgence, au niveau des visites, c'était à 57% qui étaient hors de notre territoire et les patients admis, on était à 60% qui étaient hors de notre territoire. Mais ça vient ajouter un peu des défis quand on veut justement trouver des lits adéquats pour les patients qui n'ont plus besoin de soins aigus, d'avoir à gérer avec aussi un territoire montréalais qui a une réalité différente d'autres endroits en province. On a aussi développé un tableau de bord pour l'unité virtuelle. Fait qu'on sait que pour tout ce qui est patient hospitalisé à domicile, et je me permets de mettre l'emphase sur le patient hospitalisé à domicile. Ce ne sont pas des soins à domicile, mais c'est vraiment des patients qui sont suivis par une équipe d'infirmières en télésanté avec un multidisciplinaire, médecins, pharmaciens, etc. Mais ça donne un peu la photo là, du nombre de lits aussi que nous avons pu réutiliser différemment.
parce que c'est quand même 725 jours présents, ça qui nous permet de nous donner un petit peu de marge de manœuvre pour une urgence occupée. Il y a d'autres tableaux qui s'en viennent. Nous avons un tableau prédictif de l'urgence aussi qui a été développé avec un fournisseur externe. Et il y a d'autres, on les appelle les tuiles, qui sont en développement, qui vont venir alimenter la salle. Pour vous donner un aperçu de la valeur du C4, c'est qu'on regardait des données statistiques pour des périodes comparables. Fait que c'est sûr que les années de pandémie n'étaient pas nécessairement des années comparables. Fait qu'on est remonté à 2019-2020. Et puis, on est parti, comme on avait débuté en mars, on a attendu quelques mois, fait qu'on a décidé de comparer la période 7 2019-2020 avec 21-22. Ensuite, on a fait une mise à jour à la période 13, 21-22 et j'ai fait une mise à jour tout récemment là, pour la période 7, 2023. Fait qu'on voit vraiment la différence dans l'impact de la salle. Parce que, comme je l'avais mentionné plus tôt, des efforts, il y en avait eu au fil des ans à plusieurs reprises. Mais dans le délai d'admission à l'unité de soins à partir de l'urgence, on a passé de 31,3 heures à 23,3 heures. On est remonté à 24,2 heures. On voit que cette année, c'est un petit peu plus difficile. On est à 28,3. Mais ce que ça nous amène aussi, c'est à poser une réflexion sur pourquoi est-ce que c'est différent, pourquoi est-ce qu'on a à nouveau un goulot d'étranglement. Peut-être que les interventions que nous avons mises en place fonctionnent toujours très bien, mais notre goulot est peut-être rendu ailleurs. Ça nous force à une réflexion. Le retour au protocole de surcapacité, lorsqu'on met des patients additionnels sur les unités de soins, avait été utilisé 152 fois en 2019-2020, 6 fois pour l'année complète 21-22 et seulement 3 fois jusqu'à maintenant cette année. Fait que c'est une énorme différence dans la gestion des lits et d'avoir le bon patient au bon endroit qui va recevoir les soins appropriés pour sa condition. Au niveau des NSA, on était à 67 historiquement, on a baissé à 45. On a même réussi à baisser à 43, mais là, cette année, c'est sûr que c'est plus difficile, mais on sait que c'est comme ça. On le voit à travers les tableaux de bord ministériels, c'est difficile pour tout le monde, mais on se penche encore là sur où sont nos blocages. Au niveau du taux d'occupation des lits, désolé, on a passé de 11,5 à 8,7 à 7,8, puis là, on est remonté un peu à 10,8, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on avait 15 congés de nos clientèles NSA. Unité de gériatrie, quand même une diminution de la durée moyenne de séjour, qu'on a gagné une journée. Un point qui n'a pas été nécessairement mentionné jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment une fluidité CIUS. Fait qu'on regardait aussi la durée moyenne de séjour dans nos centres de réadaptation. Nous en avons 2. Il y a des travaux qui ont été faits où est-ce qu'on a installé des tableaux des lits. Il y a eu une éducation du personnel beaucoup. Et puis, on se rend compte que malgré une augmentation de la lourdeur de la clientèle, car il y a quand même eu l'implantation des services intensifs à domicile pour la clientèle AVC, il y a quand même une baisse du nombre de la durée moyenne de séjour qui, encore cette année, on a passé là, de 35,56 à 33,92 et de 40,99, on avait baissé, mais là, à Juris Richardson, on a remonté un petit peu. Mais puis la particularité pour la réadaptation, c'est que ça sert la région de Montréal et non pas seulement le territoire du CIUS Centre-Ouest. Au niveau de la santé mentale, des gains au niveau de la liste d'attente, des gains aussi dans l'attente d'admission des patients de l'urgence qui a baissé beaucoup. Et au niveau de la durée moyenne de séjour, quand même une baisse très significative là, de 25,6 jours à 20 jours présentement, et là, c'est maintenu déjà depuis là, les 7 dernières périodes. C'est vraiment intéressant de voir l'impact de la salle et la valeur d'avoir des gens qui travaillent en commun pour un objectif commun. Vous pourriez me demander un centre de commandement versus une salle de pilotage. Bien, pour nous, c'est 2 choses différentes. La salle de commandement est vraiment axée sur les opérations, la fluidité pour le CIUS, alors que la salle de pilotage, elle est plus au niveau stratégique, les indicateurs organisationnels, que ce soit les ententes de gestion, des fois la mise en place de projets ministériels et aussi les plans de contingence et de planification. Fait que pour nous, c'est physiquement et même dans le nouvel environnement qui s'en vient bientôt, on va avoir le centre de commandement et la salle de pilotage stratégique vont être connexes. Là-dessus, je vais passer la parole à
Ariane Hélène, mais je voulais quand même partager la photo. Là, vous avez entendu 4 personnes clés aujourd'hui, mais c'est quand même une équipe de plus de 12 personnes qui travaillent au quotidien. Peut-être pas physiquement dans la salle, mais qui contribuent de façon très importante. Je vais arrêter de le partager et je te passe la parole. Merci. OK. Ça fonctionne pour le partage? Oui. Parfait. OK. Je vais passer les visages de tout le monde. J'en profite pour rappeler en débutant que ce séminaire-ci a un format un peu plus long qu'à l'habitude. Donc, on va prendre les questions après ma prise de parole jusqu'à 13h30. Alors, on a encore du temps pour vous entendre aussi. Voilà, bien, comme l'a mentionné tout à l'heure Denis Chenevert, le pôle santé travaille en partenariat avec le CIUS du Centre-Ouest autour du C4. Donc, on est en train de décrire l'histoire de cas qui raconte les différentes étapes du C4 des premiers balbutiements jusqu'à aujourd'hui. Et on le fait à partir d'une vingtaine de rencontres qu'on a eues, Joanie Laliberté-Gagné et moi, donc une étudiante à la maîtrise que je profite pour remercier aussi. Et on a rencontré des personnes qui étaient très impliquées, soit dans toute l'aventure ou à certains moments plus spécifiques. Donc, le but, c'est de bien comprendre le C4 pour éventuellement être capable de bien l'expliquer aussi, puis faciliter le transfert des connaissances dans le réseau. Donc, les quelques éléments que je présente aujourd'hui décrivent l'histoire qu'on m'a racontée ou qu'on nous a racontée. Donc, d'abord, la première question qu'on peut se poser vite comme ça, c'est mais pourquoi un C4? On a déjà plein de choses en place dans nos organisations. Bien, je rappelle que le C4 il est né d'un constat que malgré toutes les initiatives qui sont en place dans nos organisations pour adresser les enjeux transversaux, bon, on échoue encore malheureusement à résoudre ces enjeux transversaux. Donc, on peut assez bien parvenir à performer chacun en silo, mais quand il est question interdirection, fluidité intra-établissement, là, on est assez mal équipé pour progresser. Je vous ai mis quelques citations que vous pourrez lire dans vos temps libres. Si on vulgarise la chose, qu'est-ce que c'est le C4? Bien, en fait, c'est se donner une gouvernance clinique des enjeux transversaux. Puis une gouvernance clinique, selon les définitions, c'est un lieu de mobilisation des savoirs de gestion et des savoirs cliniques dans un effort d'améliorer nos soins et services dans une perspective de valeur ajoutée pour le patient. Donc, on est pile là-dessus. Et donc, cette gouvernance-là repose sur 3 éléments centraux. D'abord, des acteurs mobilisés autour d'objectifs communs et qui travaillent en étroite collaboration. Donc, on crée aussi davantage de collaboration et de synergie. Des données actionnables pour une lecture juste de la situation. On parle dans l'organisation de situational awareness. Et ça nous crée de la transparence et je dirais aussi de la visibilité. Qu'est-ce qui s'en vient? Où est-ce qu'on s'en va? De quoi vont avoir l'air les prochaines heures, les prochains jours? Et finalement, ce sont un ensemble de mécanismes de pilotage de nos enjeux pour se donner une responsabilité collective et se créer de l'imputabilité. Et le besoin d'avoir une responsabilité qui est collective, une imputabilité qui est partagée pour ces enjeux-là ressortait très, très fortement. Et c'est aussi ce qui est amplement nommé comme étant un des bénéfices intangibles de la mise en place des différents volets dans le C4. OK. On va y aller en un coup d'œil de façon concrète. Le C4 fonctionne comme 2 modes de fonctionnement. Dans un sens, c'est un pilotage agile des opérations. On a des mécanismes comme les caucus, les groupes Teams, on en a peu parlé, mais quand on dissout un groupe en présentiel pour retourner dans nos lieux de travail habituels, bien, il y a quand même des mécanismes de communication qui restent très, très, très actifs. Donc, les groupes Teams. Et les groupes de travail aussi, dans certaines situations où on dépasse la contingence qu'on s'est donnée, on ramène les gens en présentiel pour gérer la situation ou la crise temporaire. C'est le cas, par exemple, avec les NSA. Et on le fait pour avoir une plus grande rapidité de réponse entre nous et une plus grande synergie. On a la coordonnatrice du C4, on en a un peu parlé, mais qui investigue également les situations entre les caucus et qui ramène et qui injecte de l'information pour aider à la prise de décision en caucus. À travers le pilotage au quotidien des opérations, on identifie aussi un ensemble de problèmes qui sont récurrents. On dégage des opportunités d'amélioration, des développements, d'innovation. Et dans ce cas-là, naturellement, on n'adresse pas ça dans nos caucus qui sont très, très rapides, mais on dégage pour déposer dans un espace d'amélioration des processus et d'innovation.
On a des comités qui se rencontrent aux semaines, aux 2 semaines pour traiter un peu plus en profondeur ces problèmes-là, mais il y a aussi, ça donne lieu à des projets d'amélioration, à du développement d'outils, du développement de services. Entre autres, on parlait de l'hospitalisation à domicile et de projets innovants. Donc, en travaillant avec le groupe de travail NSA, par exemple, l'équipe a dégagé près d'une 40aine d'améliorations, petites, moyennes, grandes, peu importe comment on le calcule, c'est peut-être parfois plus, parfois moins, et qui font progresser les choses. Et donc, on développe et le développement et l'exploration vient nourrir l'exploitation. Et ce qu'on voit, c'est que le C4 est en train de mettre en place une dynamique d'organisation apprenante de cette façon de faire-là. Vous avez mis la définition, mais ce sera pour lecture dans vos temps libres. Donc, la démarche en un coup d'œil, mais comment ça se développe un centre de commandement comme celui-là? D'abord, avec une vision très solide qui part d'en haut. Dans le cas du C4, on en a parlé, c'était la vision que Dr. Rosenberg avait depuis de nombreuses années. Et ensuite, avec une sélection d'enjeux prioritaires transversaux pour l'établissement, on a nommé plusieurs là, pour le C4. Et avec une mobilisation des bons acteurs stratégiques. On parle des acteurs clinico-administratifs. On veut les deux. Et au C4, on a même poussé le clinico en nommant assez tôt une directrice médicale pour le C4 qui a fait une grande différence. C'est un élément clé dans le C4, le leadership médical. Il y a d'autres médecins qui sont fortement impliqués également, là. Et puis, pour développer ce dont on a besoin pour arriver à piloter nos enjeux transversaux, d'abord, il y a eu un développement, une compréhension de nos processus de soins et des enjeux par la cartographie, l'identification des goulots, ils en ont nommé tout à l'heure. Et ensuite, on identifie les informations qui sont critiques à la prise de décision dans ces processus-là. La DQTE-PE qui animait les ateliers de travail pour faire avancer le C4 posait des questions très, très pointues aux équipes pour en expliciter des connaissances qui sont souvent tacites. Là. Donc, à partir de quel moment est-ce que la situation devient problématique? De quelle information on a besoin pour être capable de décider quelle action on va prendre dans quelques heures ou si on va faire telle ou telle chose. Et donc, comme ça, on bâtit en très étroite collaboration avec la santé numérique des tableaux de bord qui rassemblent les données dont on a besoin. Et c'est pas chose facile, naturellement. Donc, dans différents systèmes, quand c'est existant, parfois en créant ces données-là aussi. Voilà. Et le développement de ces outils, ces tableaux de bord, s'est fait dans des groupes de travail. Et au C4, des groupes de travail, il y en a eu sur plusieurs thématiques. Sur la fluidité, donc au cours de l'année 2020. Et il faut dire aussi, il y a eu les NSA qui ont été en présentiel. On a parlé beaucoup de la présence sur place, mais il y a aussi des tableaux de bord qui ont été produits avec des groupes de travail qui n'étaient pas nécessairement réunis dans un local pour différentes raisons, là, puis pour une adaptation au contexte de cette équipe-là aussi, mais qui a travaillé dans des ateliers dans un rythme assez soutenu quand même pour garder le momentum, maximiser la mobilisation. Je prends par exemple la santé mentale, c'était un atelier par jour, là. Et pour ces ateliers-là, là, on arrive en présentiel. Donc, les opérations ne se font pas toujours à travers une présence dans la même salle, mais dans tous les cas, le développement de la cartographie, la compréhension, les tableaux de bord, ça se fait ensemble. Si je replace ça dans la ligne du temps, en 2020, on s'était penché, on disait, sur plusieurs thématiques en simultané, incluant la fluidité. On est parvenu à faire aboutir le comité fluidité au CIUS avec la production des premiers tableaux de bord. Vous avez vu tout à l'heure le inflow, outflow, mismatch. Donc, ce sont les tableaux de bord ou les tuiles sur la fluidité et la création du caucus 2 fois par jour. Donc, c'était le premier pas ou la première pierre dans cet édifice. Et devant la difficulté à faire avancer d'autres comités de travail, entre autres pour des questions de mobilisation, c'est difficile d'être mobilisé quand on a un paquet d'autres choses à gérer et à faire. On a fait le choix de se prendre autrement en réunissant en présentiel l'équipe formée des directeurs adjoints. En parallèle, ils géraient dans la même salle à la fois la 3e vague et ils se dégageaient du temps animé par les DQTE-PE pour avancer sur le développement des tableaux de bord. Sur le choix des enjeux prioritaires. Donc, ça a été vraiment un 3 mois où on a choisi vision, mission,
ce sur quoi on souhaite travailler pour les prochains mois. Le premier enjeu qui a été traité dans la même formule, encore en présentiel, parce qu'on voyait bien les bénéfices, c'était les NSA, ensuite santé mentale, qui a duré un peu plus longtemps. Il y a aussi des exemples de développement où on est sur quelque chose de plus rapide. Par exemple, on a parlé de l'hospitalisation à domicile tout à l'heure. Il y a eu un événement très rapide qui a duré une fin de semaine où en 48 heures, on souhaitait mettre en opération notre mode de fonctionnement. Il fallait que ça fonctionne le lundi. Donc, c'est plus ou moins compressible selon la dimension du projet, selon où on est avancé avec ce projet-là et selon le contexte. J'y vais sur quelques conditions de succès pour la mise en œuvre du C4. Je ne vous présente pas le modèle de Rondeau aujourd'hui en gestion du changement, mais je l'utilise en exergue pour vous parler des conditions de succès dans la démarche. Donc, je vais garder dans les enjeux du changement la légitimation, la réalisation et l'appropriation. Donc, dans le cas du C4, la légitimité du C4 était très bien installée depuis le départ. On en a parlé à quelques reprises de la vision du Dr. Rosenberg, mais il faut dire que tout était aligné dans ce sens-là aussi. Donc, il y a eu la politique de flux. La coordonnatrice fluidité à cette époque-là a été formée aussi en gestion des flux hospitaliers au IHI à Boston. La direction aussi visité et échangé avec des gens de Humber River en Ontario, par exemple, qui ont mis en place un centre de commandement aussi. Et donc, on a aligné nos choses. Ensuite, le C4 a été positionné volontairement dans la DQTE-PE sous la direction du DGA, Dan Gabé. Et ça a été fait dans le but de dépolitiser la question de la fluidité puis de se donner une propriété qui est transversale. Par contre, c'est pas un projet qui appartient entièrement ou uniquement à la direction soutien. C'était très, très important pour mobiliser les acteurs cliniques de s'assurer d'avoir un fort leadership clinique et on a adjoint très rapidement la triade de leadership clinique dont on a parlé tout à l'heure avec Dr. Shannon Fraser qui a été nommée, qui était chef du département de chirurgie, qui a été nommée directrice médicale du C4. C'est un élément clé très important. Et la courroie de transmission avec les médecins, puis c'est elle aussi qui a la plus grande légitimité pour transiger avec les équipes médicales. Et cette triade-là est vraiment dans un leadership servant, donc au service de la fluidité, et non pas dans une position de commandement ou même de policier, là. Dans la réalisation, bien sûr, on a une gouvernance composée d'acteurs stratégiques pour orienter les démarches. Mais on a aussi des partenaires très, très précieux, comme la santé numérique, qui a été impliquée dès les premiers instants en mode collaboration et co-construction et non pas en exécutant. Donc, ils ont aussi influencé la démarche avec leur connaissance des données et du fonctionnement et en proposant, par exemple, des fonctionnalités, des ajouts de couleurs, des ajouts on peut creuser certaines données. Donc, pour augmenter vraiment l'utilité des tableaux de bord. Et ils ont assuré à la fois le développement, la sécurité, la fiabilité, la qualité des données. C'est un travail très important. Et j'imagine que ça va peut-être revenir à la période de questions. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire autour de la collaboration avec la santé numérique. Il y a eu aussi des patients partenaires impliqués à certaines étapes et qui le sont encore aujourd'hui dans certains volets du C4. Et il y a également le partenaire d'affaires qui a développé, on en a parlé tout à l'heure, le fournisseur externe qui développe des données prédictives pour mettre dans certains des tableaux de bord. En termes de capacité, du côté des ressources, c'est une grande question que les gens se posent aussi. C'est sûr que la Fondation de l'hôpital a donné un bon coup de main au démarrage pour assurer les ressources, entre autres pour la rémunération des nouveaux postes créés, comme la coordonnatrice, la coordination du C4. Et ainsi que pour l'achat d'équipements dans les premiers temps. Mais l'objectif, et ce qui est en train de se faire, c'est le dégagement d'un budget d'opération pour pouvoir pérenniser aussi ces fonctions-là. On crée dans la réalisation des groupes de travail multidisciplinaires. On en a parlé tout à l'heure, les groupes de travail sont multidisciplinaires, mais ils sont aussi interniveaux, donc pour avoir une bonne mixité avec des gens stratégiques, tactiques, opérationnels, pour s'assurer que ce qu'on développe comme outil puis et ce qu'on fait comme routine de travail dans nos caucus, c'est quand même bien aligné de haut en bas de l'organisation, puis qu'on a une bonne image de la réalité de ce qui se passe. Pour chacun des groupes aussi, il y a toujours un propriétaire de projet identifié quand on développe des nouvelles choses. Par exemple, pour les NSA, c'était Mary Latas, directrice adjointe des services multi et qui est aussi responsable des NSA pour le CIUS au ministère. Donc, elle était propriétaire, par exemple, des tableaux de bord NSA qui étaient développés. C'était elle qui centralisait aussi toutes les demandes, les questionnements. Est-ce qu'on peut développer telle ou telle chose? Ça, je le comprends moins. Donc, elle était la personne
qui centralisaient, qui transigeaient avec la santé numérique pour n'avoir qu'un seul point de chute ou de jonction. Et c'est aussi celle qui connaît le mieux le tableau de bord et qui est capable de l'expliquer, de le vulgariser aussi aux équipes et aux gens. Les modes de travail, on en a parlé, c'est adapté aux équipes et aussi aux situations contextuelles. Et finalement, ça nous prend une démarche, mais qui est bien animée, dirigée ici par la DQTEPE, qui tient le cap vers l'objectif, qui s'assure qu'on progresse parfois aussi dans l'ambiguïté, parce que de l'ambiguïté, il y en a beaucoup dans une démarche comme celle-là où c'est itératif et où on est en apprentissage constant. Et finalement, mon dernier petit bout. Dans l'appropriation du C4, ce qu'on veut, c'est que ça augmente avec le temps. L'appropriation, ça se fait en bâtissant la confiance envers les données, envers l'équipe aussi. Donc, en répondant aux questions des gens sur les données, en expliquant, en creusant aussi quand on voit des incohérences ou qu'on n'est pas certain par où on s'en va. Et c'est comme ça qu'on bâtit la confiance que ce qu'on voit, ça a bien du sens et c'est réel. La participation et l'assiduité aussi dans le temps au caucus, au groupe de travail, ça passe par la forte conviction que ça sert à quelque chose qu'on est en train de faire. Et donc, la preuve se fait aussi par les résultats et pour ça, bien évidemment, il faut les mesurer, les résultats, et ils le font. Et il faut aussi les rendre visibles, ces résultats-là, et il faut les célébrer à quelque part. Et finalement, dans la question de l'appropriation, il y a aussi l'existence du C4. Donc, le C4, c'est un lieu physique. C'est un lieu virtuel aussi. On peut passer le voir, c'est ouvert à tous, donc c'est une façon de diffuser aussi la bonne nouvelle et les apprentissages. En conclusion, quand je demandais au DGA les leçons apprises, il y avait plusieurs choses, mais entre autres, il me disait se mettre en action. Il me dit attendre de ficeler parfaitement notre projet sur papier, c'est pas ça qui fonctionne. Dans le C4, ça a été monté en gang. C'est un projet collectif. L'avion a été bâti en bonne partie en vol. Et puis, il dit, tu mobilises tes acteurs, tu choisis tes indicateurs, tu montes tes tableaux de bord, tu les utilises dans tes caucus que tu mets en place. Et rapidement, tu vois des quick wins qu'on appelle avant de susciter éventuellement des changements beaucoup plus profonds de culture, de données, de collaboration aussi. Donc, en terminant, je reprends une citation qu'a ressorti Dan Gabé, le DGA, d'un film des années 80, Chant de rêve avec Kevin Costner, qui nous parle de l'intérêt et de l'appropriation des gens pour le C4 dans leur organisation. Donc, build it and if you build it, they will come. Voilà. Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage et peut-être laisser la parole. Merci, Ariane. Donc, si la période des questions est ouverte, donc je remercie nos conférenciers, mais je les invite à continuer selon les questions que nous aurons par les participants d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, main levée virtuelle, qu'on puisse vous... je ne sais pas si Nadia est en contrôle de la situation. Oui, pour l'instant, pas de questions sur le chat, mais comme je l'indiquais, vous pouvez soit lever la main, soit écrire directement une question. Marjan Zadampana a levé la main. Donc, on lui donne la parole. Bonjour Joanne, bonjour André, bonjour à tous. Merci pour la présentation. Joanne, j'ai une question au niveau des données. Est-ce que les données provenaient des systèmes d'information interfacés avec votre centre de contrôle ou est-ce qu'il y avait besoin de les manipuler, il y avait besoin d'avoir une intervention manuelle pour les rentrer? Non, on est allé chercher des données qui viennent. En fait, c'est pour ça qu'on avait beaucoup construit sur l'hôpital au départ, parce que c'est là où est-ce qu'on avait le plus d'informations, qu'il y avait déjà des données sources là, qu'on pouvait aller puiser dedans. Mais c'est beaucoup dans Medurge, Trinibase qu'on va chercher l'information. Il n'y a pas de manipulation d'information. C'est sûr qu'il a fallu se pencher sur qu'est-ce qu'on voulait voir, qu'est-ce qui était disponible, qu'est-ce qui était utile pour les gens sur le terrain. Mais on essaie autant que possible de ne pas faire de manipulation manuelle. La prochaine question est, je pense, par Lynn Lemay. Lynn, est-ce que vous voulez prendre la parole? Il y a peut-être juste un problème de micro. Pour l'instant, on le voit encore fermé.
Si personne d'autre, je vais en poser une, je vais en profiter pendant que Nadia cherche sur le chat. Je me questionnais sur le degré de transférabilité de votre expérience. Dans quelle mesure ce qui a été fait chez vous au CIUS Centre-Ouest est transférable dans un autre CIS ou CIUS au Québec? C'est quoi les freins de cette transférabilité ou quelles sont les conditions de succès de cette transférabilité? En fait, il n'y a aucun frein. Je peux vous dire qu'il y a 29 organisations différentes qui nous ont visités depuis les derniers 8 mois environ. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y en a d'autres qui en ont mis en place, qui n'ont pas nécessairement le même niveau d'équipement, qui sont même partis de fichiers carrément Excel avec de la manipulation d'informations, puis qui ont eu des résultats super intéressants. C'est vraiment, je crois, Puis comme je le mentionnais aussi, il y a des ingrédients, il n'y a pas de recette. Chaque organisation se doit de développer sa vision et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le centre de commandement et quel objectif ils veulent atteindre. C'est vraiment la règle de base. Puis ensuite, c'est de construire selon ce qu'on veut atteindre et de voir quel joueur doit être important autour de la table. Mais principalement, c'est vraiment le changement de culture organisationnelle. Je peux vous dire que lors de certaines visites, des fois, les gens disaient « Mon Dieu, ça fait combien d'années que vous travaillez ensemble? » Parce qu'on est capable de finir les phrases les uns les autres, on est capable de prendre à pied levé. Et puis, dans certains cas, ça fait seulement quelques mois. Fait que c'est vraiment dans une question de culture où est-ce qu'on parle tous le même langage, qu'on s'assure d'une compréhension commune et que nous avons un objectif commun. Ça, je pense que c'est vraiment la fondation. Mais oui, c'est transférable. Il y a un CIS de Montérégie qui nous a même rappelé après quelques mois pour nous partager leurs résultats. J'étais vraiment impressionné, en fait, par ce qu'ils avaient réussi à faire en seulement 3 mois. Merci. Donc là, je pense que Lynn Lemay est en mesure de poser sa question. On vous écoute. Oui, bonjour Lynn. Lynn, en fait, c'est ma collègue, c'est qu'on est connectés, je pense, sur le même lien. Je suis désolée, mais j'avais aussi une question. Donc, moi, c'est Claudia Cormand de la DQEPE du CIS de Laval. Pour supporter la structure dans le centre de commandement, j'imagine qu'il y a les équipes à l'extérieur du centre qui ont dû aussi s'organiser pour que l'information soit cascadée et ramenée pour supporter ces gens-là. Est-ce qu'ils ont dû mettre ou il y a des structures officielles qui se sont mises en place pour qu'il y ait des rencontres justement avant les points de contact du centre de commandement? Est-ce que ça a été bien reçu? Exemple, dans les unités de soins, c'est des défis qu'on rencontre nous actuellement. Donc, je suis curieuse de voir cette portion-là qui doit s'organiser à l'extérieur pour supporter l'unité de commandement. Oui, en fait, ce qu'on a mis en place dans certains cas, on a commencé à faire ce qu'on appelle des satellites du C4. Fait que, il y en a, entre autres, à l'urgence ici. Fait que à l'urgence, ils ont vraiment développé sur le Power BI. Puis là, c'est sûr qu'on a très hâte de tous avoir accès à du Power BI pour avoir des applications sur nos téléphones. Je suis jalouse de ceux qui en ont déjà, là, mais présentement, nous, on est encore en mode tableau de bord sur le portail. Mais enfin, c'est des données en temps réel. Et le plus grand constat qu'on a eu, c'est le pouvoir de la donnée. Le fait d'avoir l'information, excusez l'expression, mais sous le nez, de dire, voici comment elle est collectée. Les gens qui nous questionnent souvent sur comment qu'on arrive, c'est pas vraiment ce chiffre-là. Ben là, on est capable de démontrer vraiment la source de l'information. L'information, elle est de qualité, elle est validée. Et puis, de dire, ben voici, c'est le portrait réel que vous avez pour votre secteur d'activité. Que ce soit l'urgence, on a aussi en santé mentale, où est-ce qu'il y a un intérêt pour avoir quelque chose sur l'unité de soins qui est développée en parallèle. Mais c'est comment, puis là, il y a une réflexion, puis Ariane, elle le disait bien tantôt, on construit l'avion pendant qu'il vole, ou est-ce que des fois, on essaie des choses, on sait pas toujours trop comment on va, si le résultat va être congruent, mais on a mieux essayer quelque chose puis se rattraper plus tard. Mais c'est de dire vraiment comment cette information-là, elle est sur l'unité de soins et elle est remontée au C4 ou quel est le niveau d'information qu'on a besoin. Puis d'ailleurs,
un des constats avec les tableaux qui ont été développés jusqu'à maintenant, c'est que quand c'est développé, puis c'est très correct là, de développer avec les gens sur le terrain, mais c'est le niveau corporatif. Quelle information le comité stratégique de l'organisation a besoin. C'est là où est-ce qu'on est en train de s'arrimer, mais ça se fait super bien. Les gens sont vraiment très enthousiastes à participer avec ça. Puis on commence de plus en plus là, à externaliser nos centres nos C4. Enfin, on fait des satellites. OK. Si je Parfait. peux juste rajouter, Oui. Joanne, à ta réponse. Concrètement, je le vis au quotidien. On est dans le centre de commandement, puis je dois faire suivre l'information. Les moyens qu'on utilise depuis 2 années avec le Teams, ça fonctionne encore. On envoie nos messages, nos communiqués par Teams. Mais si, par exemple, le matin, on dit « OK, il faut aller en overcapacity », je reviens puis j'utilise mes textos comme d'habitude avec tous les chefs ou un courriel à tout le monde, comme Dr. Fraser fait aussi pour les équipes médicales, pour leur dire « Attention tout le monde, on s'enligne vers des difficultés. En proaction, s'il vous plaît, faites la promotion de vos congés, sortez vos patients activement, préparez-vous parce que ça va être difficile cette journée-ci. » Fait qu'on courriel comme d'habitude, des messages Teams, c'est comme ça qu'on passe l'information. Donc, outre ces structures-là, on a les satellites décalacalisés, comme Joanne a dit, mais ça ressemble à ça pour l'instant. Je vais passer la parole à Steve Gauthier. Puis ensuite, on va passer au chat et je reviendrai aux mains levées. Bonjour, d'entrée de jeu, Steve Gauthier, au CIUS de l'Est de l'île de Montréal pour la direction de la santé et des services professionnels. En fait, d'entrée de jeu, je vous dirais félicitations, là. Franchement, c'est vraiment un beau projet. Vous avez dû y mettre beaucoup de travail pour arriver à ce niveau-là d'intégration aussi dans vos équipes. Fait que félicitations pour ça. Chez nous, on a travaillé différents éléments là, en lien avec la gestion de la coordination de la clientèle. On a travaillé aussi beaucoup sur la planification précoce et conjointe des congés, qui vient s'intégrer dans vos éléments aussi. Nous, c'est un point sur lequel on a travaillé vraiment beaucoup, très fort. On y a mis beaucoup de temps. J'aurais des tonnes de questions pour vous autres, mais je vais me concentrer sur 3. La première, combien de temps ça vous a pris pour arriver à ce niveau de maturité-là? La deuxième question, dans vos tableaux de bord, je voyais la DMS en gériatrie, puis la DMS en santé mentale, mais je ne voyais pas nécessairement, puis la DMS en réadaptation, mais je ne voyais pas de DMS en unité de santé physique active. Est-ce que vous la suivez? Puis ma troisième question, j'étais bien impressionné par vos chiffres qui étaient, je pense, 150 fois qu'il y avait eu l'utilisation de civières de débordement versus 3 fois cette année. Ça, est-ce que ça veut dire qu'il y en a eu moins, mais qu'il y a quand même des patients qui traînent à l'urgence dans le sens qu'il y a un taux d'occupation plus important à l'urgence ou vous réussissez à maintenir un taux d'occupation assez faible à l'urgence avec très peu d'utilisation des civières de surcapacité? OK. On va essayer de répondre à tout ça. Merci à l'avance. Et M. Gauthier, je peux vous dire que votre CIUS est un de nos amis précieux ici. J'ai même eu votre PDGA encore ce matin. Là. Mais je suis en train de donner un prix à celui qui va venir me visiter le plus souvent. Mais réellement, en termes de maturité, je peux vous dire que c'est ça prend du temps. Puis, dans notre CIUS, on avait déjà mis en place un modèle de soins qu'on appelle les unités de pratique intégrées. Puis déjà, on avait commencé à abattre des silos. Puis là, c'est comme la construction qui se fait sur du travail qui a déjà été entamé. Mais là où il y a vraiment eu un déclencheur, c'est quand on a assis les directeurs adjoints ou le directeur et moi-même dans une salle pendant 12 semaines. Là. Ça a vraiment été un moment charnière où est-ce que les gens qui même travaillent ensemble, puis on peut nous challenger sur le fait qu'on a besoin d'être en présentiel, puis je sais que c'est pas toujours faisable selon les régions. Mais je peux vous dire que d'asseoir les gens ensemble, puis une chose qui a beaucoup ressorti de l'exercice, c'était la compréhension que les gens ont des directions diverses, puis des enjeux que ces gens-là vivent, et comment, dans le fond, en collaborant ensemble, on peut arriver à des choses qui sont beaucoup plus puissantes en termes de résultats. Fait qu'en termes de maturité, là, oui, je dirais que c'est, en anglais, on dit a journey, là. Quelque chose qui a débuté il y a des années,
je dirais même autour de 2017, qui s'est construit lentement, mais que cette année, on voit vraiment que l'organisation a fait un shift important. C'est un peu là, le constat aussi que le HEC est en train de faire avec leur analyse. Je trouve ça vraiment intéressant là, de voir ce qui en ressort. Pour votre deuxième question, qui était sur… la DMS, est-ce que vous suivez aussi la DMS? Oui, en fait, on la suit pour 7 diagnostics principaux sur lesquels on a des cibles et on a d'autres tableaux de bord là-dessus. Okay. Je peux vous dire que pour les 7 DMS qui sont suivis dans le centre de commandement, puis ça, c'est des travaux qui ne se font pas nécessairement dans la salle, mais le tableau de bord est disponible dans la salle. On voit déjà qu'il y a 4 diagnostics pour lesquels on a déjà atteint la cible qui était identifiée pour notre établissement, et même on est en dessous. Un des exemples, d'ailleurs, c'est au niveau de la schizophrénie. On partait de 62 jours de DMS avant l'exercice. On est présentement à 26. Notre cible était fixée à 40. Fait que là, c'est vraiment des efforts qui sont puissants. Fait qu'on les suit. On les suit aussi de façon générale, mais dans la salle, on en a identifié 7, en plus de ceux que vous avez vus là, dans les résultats que j'ai présentés. Puis votre troisième question pour l'urgence, je pense que je vais laisser André lui répondre parce qu'André, dans son mandat, a l'urgence sous lui, mais qui va être mieux placé que moi pour répondre à cette question-là. Parfait. Merci, Joanne. Je rajoute sur Joanne, quand tu as parlé de la maturité, de mettre les gens au départ dans une pièce, ça a aussi ça a créé des relations. Puis on l'a utilisé beaucoup a posteriori quand on disait aux équipes, ben là, vous allez venir au centre de commandement, travailler ensemble. Fait que là, comme nous aussi, au début, quand on est dans la salle, on s'est dit, ah, ben là, comment je vais faire? J'ai tellement de rencontres. Puis là, ça se peut pas, je suis tellement occupé. Là, Joanne l'a fait pendant quasiment 1 an là, à l'extérieur de son bureau. Mais nous, de le faire aussi, c'était plus facile de guider à nos collègues, de dire, ben là, venez, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai réussi. Vous êtes capable aussi, puis il y a des belles choses qui ont sorti de ça. Fait que c'est le fun de pouvoir vendre quelque chose qu'on l'a vécu aussi. Ouais. Concernant oui, Joanne? Non, vas-y. OK. Concernant l'overcapacité qu'on a fait, qu'on a diminué grandement, on a changé, la fluidité était améliorée à cause du centre de commandement. On a changé aussi notre façon de faire. Dans ce que j'expliquais tout à l'heure, on est devenu beaucoup plus proactif de voir ce qui s'en venait devant nous avec les données qu'on a devant nous. Avec l'imputabilité des acteurs clés qu'on voit le matin, puis Erin le dit aussi, quand à la fin de la journée, on fait le topo de « ce matin, tu me flagues un enjeu, si tu ne m'en as pas parlé dans la journée, le soir, l'attente de la triade clinique ou du centre de commandement, c'était d'avoir un suivi par rapport à ça. » Fait qu'il y a un malaise de ne pas faire ces suivis. Donc, ça l'améliore aussi. Puis, concrètement, l'overcapacité, avant, on attendait d'être dans le rouge 20 puis bloqué raide avant de déclencher l'overcapacité, plafond, plancher, partout. Là, on montait comme 12 patients et plus, puis là, c'était la cata. Et puis, c'est ça, tout le monde, c'était à vitesse exponentielle, mais réactif. Aujourd'hui, on regarde le matin, c'est quoi le topo de la journée? Est-ce qu'on a plusieurs congés? Pas du tout, moyen. On voit le nombre de patients à l'urgence, congés, les électifs. On a tout ça devant nous. Puis on est capable de dire, ben là, je suis rendu à 15 admissions de patients qui attendent à l'urgence pour la médecine interne. On va aller en overcapacité préventif en médecine. Oh, chirurgie, on a beaucoup aussi, ben là, on va à la chirurgie. Donc, on va où est-ce qu'on a besoin en amont, au lieu d'y aller une fois que la catastrophe il y a trop d'admissions, puis on est rouge-vert, on est triglycide, puis on est rétroactif, puis on ne fait pas rétroactif, mais on est plus réactif. Donc, c'est ça, la proaction, puis overcapacité, où est-ce qu'on a besoin, au lieu d'aller partout quand le feu est pris. En fait, je rajouterais juste pour fermer la boucle là-dessus, c'est vraiment j'ai un background de 15 ans en cardiologie, c'est de garder les doigts sur le pouls. Et puis de garder les doigts sur le pouls de l'organisation et puis d'être capable d'être assez agile pour se retourner sur un dissous puis voir c'est quoi les possibilités. Puis c'est vraiment la force du C4 à ce moment-là de donner la capacité de faire ça comme organisation. Durant la journée, je vais avoir des signaux aussi. On a le matin, mais toute la journée, comme on dit, on est connecté. Puis je vais avoir des signaux d'alarme de Carole Viegas, notre coordonnatrice à la gestion de lit, qui va nous dire là,
André, ça commence à chauffer en chirurgie, tu commences à regarder, est-ce que je peux aller en overcapacité en chirurgie? Fait que là, je contacte mes troupes, je les avise, puis tu sais, on y va en proaction. Voilà. Donc, la prochaine question, elle nous vient du chat de Walid Alaoui qui demande, c'est une question technique, est-ce que les données sont connectées directement sur Medurge et Clinibase? Oui. C'était facile, celle-là. Oui. Ensuite, Roger Marc Gagnon se demande en fait si, lors de la mise en place de la première initiative visant les NSA, avez-vous procédé par unité de soins ou par une approche globale? En fait, nous avons procédé par une approche globale, où est-ce que dans la salle, nous avions en fait des représentants de même plusieurs directions. Il y avait vraiment, puis Suzette, elle avait ce rôle-là à ce moment-là où est-ce qu'elle représentait la planification des congés pour la DSI de l'hôpital, mais il y avait des gens de la réadaptation, des soins à domicile, des guichets d'accès, la santé mentale, fait qu'on l'a vraiment abordé d'une façon globale, sachant que les enjeux des divers milieux étaient similaires. Puis là, ce qui était vraiment profitable pour l'équipe, c'est l'expérience de chacun et leur contribution. Par contre, c'est sûr que les cartographies ont été faites par différents thèmes, là, selon ce qui s'était passé à l'hôpital en réadaptation à domicile, mais il y a quand même des enjeux qui sont communs, puis ça a été traité de façon globale. La deuxième question est toujours de Roger, c'est est-ce que le rendement décroissant pour les NSA s'explique par le fait de l'absence de l'équipe dans la salle? En fait, non. Parce que, puis c'est intéressant la question parce qu'on en a justement discuté ce matin, où est-ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, notre niveau est très élevé. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport à je dirais à l'an dernier, la maturité de l'équipe a pris tellement d'importance que même s'ils sont à distance, elles sont aussi efficaces qu'elles étaient quand elles étaient dans la salle. Fait que c'est là que je trouve que c'est intéressant. Puis quand on parle de vision à plus long terme, est-ce qu'on a besoin d'être dans la salle? Bien, je pense que ça va dépendre. Ça peut venir affecter. En tout cas, ça serait une hypothèse. En fait, ce qu'on a réalisé dans la dernière année, c'est nous avons perdu beaucoup de lits de soins prolongés. Il y a eu différents enjeux. Fait que c'est pas nécessairement la gestion de la salle, c'est que là, il faut retourner voir dans notre cartographie où est-ce qu'il est rendu le bloqueur présentement, parce qu'on a déjà adressé certains points. Mais quand on devient très efficace à un certain niveau, on arrive à un palier où est-ce qu'il faut se re-questionner. Fait que c'est vraiment de l'amélioration continue et de multiples itérations. Parfait. Je vais revenir aux mains levées. Je pense que la suivante était Claudia Corma, mais là, j'ai vu qu'elle a baissé la main. Je ne sais pas si sa question a été répondue ou si elle a encore une question à poser. Claudie. Oui, je ne pensais pas que ma main était encore levée, mais j'étais en train d'en écrire une, fait que je pourrais peut-être la dire, ce serait plus simple. Tout à fait. Vous avez mentionné la culture de données, que c'était comme un prérequis puis quelque chose de très, très important dans le projet. Diriez-vous que les équipes extérieures au centre de commandement, excusez-moi, là, je suis fatigante avec mon extérieur à la salle de commandement, ont intégré cette culture-là, ces réflexes-là, surtout les gestionnaires, d'aller consulter les tableaux de bord par eux-mêmes? Est-ce que les médecins ou les chefs médicaux consultent ces tableaux de bord-là sans se faire interpeller pour des situations de crise, par exemple? Effectivement. C'est sûr que la culture de données, c'est quelque chose qui se construit. Quelque chose qu'on fait en parallèle aussi, c'est vraiment de la formation sur la gestion intégrée de la performance, où est-ce qu'on regarde aussi l'importance de la donnée, des statistiques, de la qualité de l'information. Fait qu'on on avait commencé en 2020 des formations avec les directions cliniques principalement, mais c'était justement pour sensibiliser les gestionnaires sur le terrain, où qu'ils soient, sur l'importance de la donnée et comment ça venait les soutenir dans leur prise de décision. Puis là, il y a des travaux qui se sont faits où est-ce qu'il y a des gens de l'équipe performance qui ont développé des tableaux spécifiques pour le ICLSC, puis comment les gens sont capables d'aller chercher leur information là-dedans. Il y a des scorecards qui sont développés pour les médecins.
Fait que autant sur leur performance interne sur différents secteurs. Fait que ça, c'est quelque chose qui est en développement. On a déjà un pilote qui a fonctionné. On est en train d'ouvrir à plusieurs, en fait, à toutes les spécialités médicales là, de l'organisation pour qu'ils puissent avoir accès à leur information en temps le plus réel possible, selon l'accès aux données que nous avons. Okay. Merci. Peut-être, si je peux Juste rajouter, dans le tableau que je viens de monter brièvement, tantôt, le mismatch, là, les tableaux sont regardés. Ça l'aide aussi à partager la réalité de, par exemple, là, on parle des médecins, beaucoup dans le mismatch où les médecins sont capables d'apprécier que leurs collègues, ils ont 15 patients qui sont hors secteur, puis qu'eux autres, finalement, ils en ont juste 2. Fait que connaître la réalité de l'autre aide à optimiser la collaboration, si je peux dire ainsi. Puis à faire comme bon. Le plus important, c'est que le patient ait des soins de qualité. Il va en avoir de qualité chez nous ou chez vous. J'ai plus de place, je vais le prendre chez nous. De toute évidence, là, tu es débordé. Puis les patients qui ont le plus besoin de ton expertise en gériatrie, par exemple, bien, on va lui donner la place qui est très prisée aujourd'hui chez vous. Puis moi, je vais prendre un patient que sa phase aiguë est passée, puis je vais lui donner d'excellents soins chez nous aussi. Puis c'est comme ça qu'on va donner le meilleur pour tout le monde. Excusez-moi, il y avait une précision de question. Il y avait Erin qui voulait peut-être ajouter quelque chose. Ouais, peut-être simplement pour préciser aussi que les tableaux de bord sont disponibles partout dans l'organisation. Donc, vous n'avez pas besoin d'être physiquement dans le centre de commandement, de bénéficier de la culture de la donnée. C'est rendu disponible. Mais je dirais que c'est quasiment un forum où on change un peu la culture de comment on gère avec l'utilisation de la donnée. Merci. Donc, une question de Dominique Nadeau sur le chat. Cherchez-vous à intégrer la donnée de longue durée et de première ligne au C4? Présentement, non. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on travaille différentes trajectoires, c'est des choses qui sont considérées. Je vais peut-être ajouter un bémol. Fait que pour le longue durée, on a déjà la capacité litière qui est visible dans notre centre de commandement pour les centres d'hébergement qui sont sur notre territoire. Fait qu'on comprend qu'il y a des lits qui sont accessibles à nous, qui n'appartiennent pas au CIUS. Là-dedans, c'est plus difficile à avoir un accès à la donnée. Mais pour la capacité de chacun des établissements, on l'a déjà. Pour ce qui est des prochaines étapes, bien, on a un partenariat avec qui on fait un co-développement pour des outils d'analytique prédictive où là, on va vers la communauté pour voir qu'est-ce qui est possible de faire pour nos centres de réadaptation, pour nos centres d'hébergement, ainsi que pour les gens qui sont déclarés MSA à domicile maintenant en lien avec les nouveaux priorités ministérielles. Parfait. Question suivante, Denis. Je pense que tu avais ta main levée. Oui, j'avais une question. Je me questionnais sur les impacts que ce genre de processus orienté sur la donnée en temps réel peut avoir sur l'organisation du travail des soignants. Pour avoir accès à des données en temps réel, je présume que les soignants puis l'ensemble de l'équipe doivent changer sa façon de travailler ou de fournir ces informations qui appartiennent finalement aux cliniques opérationnelles. Donc, comment on fait pour les amener à changer leur mode de fonctionnement et quel impact ça a eu sur l'organisation du travail des soignants, ce processus d'avoir accès à des données dans des tableaux de bord en temps réel? Je vais y aller. Je dirais, dans le milieu hospitalier, on avait déjà des processus en place où l'information est rentrée d'emblée. Si on pense à MedUrge, par exemple, et André Suzette pourrait élaborer là-dessus en tant que leur rôle à l'urgence, mais les informations sont capturées déjà de façon électronique. Donc, ça n'a pas nécessité un changement sur le terrain. Donc, il n'y a pas eu d'impact sur les processus. Par contre, c'est sûr que quand on va aller vers la communauté, bien, il y a un impact. Il y a également des outils qu'ils ont nécessaire. On a besoin de mettre en place pour les aider dans la capture de la donnée parce que ce qu'on ne veut pas faire, c'est de créer d'autres inefficacités dans le système ou mettre d'autres travails sur nos gens. Donc, quand on passe à la prochaine étape, donc ce qu'on est en train de planifier et organiser maintenant,
c'est la révision de les processus actuels de collecte d'informations et qu'est-ce que ça prend pour bonifier ou aider les cliniciens dans cette démarche-là. Parfait. On va prendre les 2 dernières questions. D'abord, David Penven sur le chat qui demande « Pouvez-vous revenir sur votre volet imputabilité comme enjeu transversal dans la gouvernance clinique de la C4 ?» Merci. Je pense qu'il voudrait avoir un peu plus de détails sur ces éléments d'imputabilité. Est-ce que vous aviez quelqu'un en particulier que vous... Je ne sais pas si... Je peux te donner un exemple opérationnel de mon quotidien. On a une rencontre le matin, on voit que la santé mentale, pour laisser la gériatrie de côté un peu, la santé mentale déborde. On a plusieurs patients à l'urgence qui ont besoin d'accès à nos lits. On a nos acteurs clés dans la rencontre du matin en santé mentale. Donc, on lève le drapeau, tout le monde voit les données, puis on fait comme, OK, quel est le plan d'action? On va avoir un début de plan d'action. Puis souvent, la personne dans le quotidien va dire, bien, je vais établir un autre plan de contingence. Là, excusez-moi, on traduit, français-anglais. Je vais caler une rencontre. Je vais demander une rencontre avec mes partenaires médicaux très bientôt après cette rencontre-ci, puis on va avoir un autre plan, puis je vais vous le communiquer. Fait que dans la vraie vie, on a ce plan-là après ça qui nous revient aussitôt que la rencontre est faite sur leur plan d'action. On va ouvrir 2 lits de plus. Ça, ce n'est pas toujours le cas. Ici, on ne fait pas toujours juste ouvrir des lits comme ça. C'est difficile comme partout ailleurs. Mais bon, on ouvre 2 lits de plus. On va envoyer un médecin de plus à l'urgence psychiatrique pour voir les patients plus donner des congés. On va appeler au CIUS du Nord pour débloquer l'accès pour ce patient-là qu'on attendait, une des nouvelles. Fait qu'on a un plan d'action défilé. À la fin de la journée, on demande, puis on nous donne, on ne demande même plus. Les gens sont imputables, on nous donne le résultat de leur plan d'action, qu'est-ce qui a été fait, c'est quoi les résultats attendus, puis on le voit souvent dans nos données que les patients ont diminué, puis la situation s'est améliorée. Je vais me permettre d'ajouter aussi que oui, il y a l'imputabilité des acteurs qui sont impliqués, mais une chose qu'on n'a pas nécessairement mentionnée, c'est que nous avons une tournée à 10 h le matin, un caucus, où est-ce que c'est les directeurs adjoints qui sont présents. Fait que s'il y a un enjeu qui est déjà décelé à 8h40 le matin, puis qu'on voit qu'on va avoir une problématique, bien, on a déjà la table en place pour être capable d'escalader l'information et d'avoir accès directement au directeur pour dire, bien, voici, est-ce qu'on a un enjeu, puis quelle est la direction à prendre. Et ça, c'est quand même un palier important qui nous permet de donner beaucoup d'imputabilité, d'une réponse immédiate à un problème. Merci beaucoup. Écoutez, l'heure et demie a passé vite. Il est 13h32. J'en profite pour rappeler aux gens que l'événement a été enregistré, il sera disponible sur le site Internet, tout comme les présentations aussi. Et puis, je cède la parole à Denis pour un mot. Merci beaucoup à tous. Merci aux gens du CIUS Centre-Ouest pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. Et je pense que ça va peut-être permettre d'avoir moins de visites chez vous, peut-être, justement. Le fait que là, vous avez diffusé à grand public l'information. Donc, comme ça, peut-être que certaines personnes vont avoir réponse à leurs questions et pourront cheminer de leur côté de façon plus autonome. Donc, merci encore une fois. Merci beaucoup de votre présence. Merci aux participants d'avoir assisté à ce séminaire. Notre prochain séminaire, c'est jeudi prochain. Donc, contrairement à nos habitudes, on en a 2 cette semaine. On accueillera jeudi prochain, c'est ça? C'est jeudi, oui? C'est dans 2 jours. C'est dans 2 jours. On accueillera un duo du CHUM qui viendra nous parler des comment modifier les ratios comme stratégie de gestion des ressources humaines en contexte de pénurie de main-d'œuvre au bloc opératoire. Donc, comment modifier les ratios sur lesquels on est habitué de travailler pour réussir à œuvrer en bloc opératoire dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, j'invite tout le monde à venir nous voir encore jeudi pour ce séminaire du Pôle Santé. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci.